Bienvenue à tous à cette conférence intitulée Alain Juppé, comment penser l'Europe pour la repenser. Une conférence qui est organisée sur le campus Eiffel. On est ensemble pour aller un peu plus d'une heure pour faire le tour de la question, parler d'Europe ensemble avec vous, Alain Juppé. Je précise qu'on peut également suivre cette conférence en streaming sur Internet à l'adresse campuseiffel.fr/conférence. Et puis également participer à la conférence et la suivre en live sur Twitter grâce au hashtag JuppéLive. On a fait simple, hein, JuppéLive tout attaché. Voilà, quelques mots sur le déroulement de la conférence. On va échanger un petit peu ensemble d'abord Alain Juppé, et puis ensuite on va entendre des questions venant des étudiants des différentes écoles du campus Eiffel, le SCE, le CE, le BS Paris et le HEIP évidemment. Et puis on vous donnera aussi la parole dans la salle, et puis on aura également peut-être des questions du côté de Twitter. Je ne vais pas refaire votre CV, Alain Juppé, parce que je pense que votre parcours a très bien été décrit par Pierre Pariante. Je précise juste qu'effectivement, vous êtes en ce moment en campagne, plus ou moins, un candidat à la primaire en vue des élections présidentielles. Et hier soir, vous avez lancé un mouvement, c'est un peu raccord avec notre présence aujourd'hui sur un campus, un mouvement qui s'appelle Juppé, les jeunes avec Juppé, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Et vous avez déclaré hier soir, à l'occasion du lancement de ce mouvement, il faut redonner à nos concitoyens l'envie d'Europe. Alors c'est ma première question, Alain Juppé. Est-ce que vous pensez que les Français n'ont plus d'aspiration européenne ? Permettez-moi d'abord de vous dire combien j'ai plaisir à me retrouver ici dans ce beau campus, dont je dois dire que je ne connaissais pas les locaux. Merci à son président de m'accueillir et des paroles de bienvenue qu'il a bien voulu m'adresser. J'aime bien ce genre d'exercice, être au contact des jeunes gens et des jeunes filles de France. On me dit toujours que je vais vers les meilleurs, hein, ce soir sans doute encore, mais je le disais aussi hier soir, entouré par les jeunes avec Juppé, que c'est mon antidote, si je puis dire, ma cure de vitamines et d'optimisme dans la morosité générale et ambiante. Donner envie d'Europe. Est-ce que les Français en ont encore envie ou pas envie ? Je pense que, comme dans beaucoup de pays européens, la situation est très ambiguë. D'un côté, on voit bien monter l'euroscepticisme, pour ne pas dire un petit peu plus, l'euro-hostilité. Et en même temps, je crois qu'il existe au fond du cerveau de nos concitoyens, qui sont pleins de bon sens, cette idée que voilà, l'Europe est quand même notre avenir. Et moi, je voudrais commencer par une profession de foi. Je suis plus que jamais convaincu que notre avenir de Français, notre avenir d'Européens sera meilleur si nous restons ensemble que si nous nous séparons. Et ça me paraît une évidence tellement forte quand je regarde l'état du monde autour de nous que voilà, je m'enflamme peut-être parfois pour essayer de la faire partager sans trop de nuances. Quand vous regardez la situation des pays qui nous entourent, vous vous dites que voilà, le monde n'est pas paisible. La guerre est sur le continent européen, à moins de 3 heures d'avion de Paris. Quant à ce qui se passe sur notre flanc sud, tout autour de la Méditerranée, et puis sur un arc de crise qui va du Pakistan jusqu'au Nigeria, on voit bien que ceci nous menace directement et que nous sommes la cible d'un terrorisme barbare et impitoyable. Et on peut imaginer que nous allons nous séparer, hein, que nous allons démolir ce que nous avons mis 50 ans à construire. J'étais samedi dernier dans un petit théâtre de la rue de la Gaîté pour assister à une pièce jouée par Francis Huster sur un texte de Stefan Zweig, il paraît qu'il faut dire Zweig, qui s'appelle Le joueur d'échecs. C'est une partie d'échecs entre un Autrichien distingué qui a fui l'Autriche après l'Anschluss parce qu'il est juif, et puis un joueur d'échecs qui lui incarne davantage la barbarie européenne de ce temps. Et Francis Huster est revenu en scène après la fin de la pièce pour nous rappeler quelques chiffres. 50 millions de morts pendant le second conflit mondial. Pas intégralement en Europe, mais 50 millions de morts. Et plus de 20 millions à l'occasion du premier conflit mondial. C'est pas la nuit des temps, c'était il y a un siècle. Nous nous sommes étripés, hein, nous nous sommes massacrés, nous nous sommes livrés à des génocides sur le territoire de l'Europe. Et alors, on va remettre des frontières entre la France et l'Allemagne, hein,
On va casser, je le répète, ce qu'on a eu tant de mal à faire. Voilà. Alors on me dit toujours que quand je m'adresse à des auditoires de 20, 25 ans ou encore moins, cet argument « l'Europe c'est la paix » est devenu dépassé et obsolète. Non. La paix n'est pas un acquis pour toujours. Nous sommes dans un monde qui est dangereux. J'ai parlé de l'arc de crise, mais voyons monter aussi les nationalismes en Chine, en Russie, etc. Nous avons intérêt à rester groupés plutôt que séparés. C'est mon acte de foi. Est-ce que c'est un message que vous adressez aussi à David Cameron, ça, aujourd'hui, qui, lui, après avoir été réélu au début du mois de mai, se lance dans une initiative d'un référendum sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne? Alors après avoir fait cet acte de foi dans l'Union des Européens, je précise ma pensée. Ça ne veut pas dire pour autant que tout va bien, Madame la Marquise. J'ai bien conscience que l'Europe, au sud comme au nord, provoque aujourd'hui des réactions de rejet. Dans les pays du sud, parce qu'elle est assimilée, à tort ou à raison, et parfois à tort, à l'austérité. Dans les pays du Nord, parce que certains commencent à penser qu'ils ont assez payé pour les autres. Donc le sentiment de solidarité s'affaiblit. Et bon, vous avez vu les résultats des élections récentes qui montrent la poussée un petit peu partout des partis anti-européens, avec là aussi l'ambiguïté, on le voit en France. 30% de Français ou un peu moins. Un peu plus si on ajoute l'extrême gauche et l'extrême droite, votent pour des partis anti-européens, mais 60% des Français restent convaincus que l'idée européenne a de l'avenir. Donc tout cela reste flou et ambigu. Pour répondre à votre question sur la position de la Grande-Bretagne et celle de David Cameron, j'étais la semaine dernière à Londres et j'ai pu avoir un entretien avec le secrétaire d'État au Foreign Office, le ministre des Affaires étrangères britannique, M. Philip Hammond. Et j'ai compris un peu ce qui se passait à Londres. Pourvu qu'on ne soit pas obligé de voter non. Voilà, c'est un peu ça, l'idée du côté des dirigeants britanniques qui se sont mis un peu dans la seringue en promettant ce référendum qu'ils vont être obligés de tenir maintenant. Mais ce qu'ils voudraient faire, c'est être en situation de dire aux Britanniques « Nous avons obtenu suffisamment de modifications dans le fonctionnement de l'Union européenne pour pouvoir vous recommander de voter oui ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien conscience que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne serait favorable pour personne, ni pour nous. L'Union européenne verrait son rayonnement mondial affaibli si la Grande-Bretagne sortait de l'Union. Quant à la Grande-Bretagne, elle serait fragilisée, bien entendu, en particulier sur le plan économique, si elle sortait de l'Union. Ce n'est pas un hasard si 80% des forces économiques en Grande-Bretagne sont hostiles à la sortie de l'Union. Alors, est-ce qu'il y a une marge de discussion? Est-ce qu'on peut arriver à se mettre d'accord avec les Britanniques pour trouver une solution qui sauve la face de tout le monde? Je pense que oui. Je crois qu'ils ont compris qu'une modification des traités n'était pas possible. Il n'y aura pas d'unanimité entre l'ensemble des membres de l'Union européenne pour changer les traités. Est-ce qu'on peut trouver des solutions sans changer les traités? C'est possible. Et sans trahir le secret de mes débats, j'ai bien reçu le message des Britanniques. Quelle est leur préoccupation numéro 1, m'ont-ils dit? Numéro 1, il a bien insisté là-dessus, l'interlocuteur, l'immigration. Et pas l'immigration en provenance de Libye ou du Pakistan, l'immigration interne à l'Union européenne, les mouvements de population internes à l'Union, et notamment le million de Polonais qui travaillent aujourd'hui en Grande-Bretagne. Avec notamment cette question, vous le savez, extrêmement sensible, des travailleurs détachés. Des travailleurs qui sont payés au salaire du pays dans lequel ils travaillent, par hypothèse la Grande-Bretagne, mais avec des charges sociales qui sont celles du pays d'origine. Et vous voyez bien que ça fausse totalement la concurrence, ça va de soi. Est-ce que c'est une préoccupation qui nous est complètement étrangère, à nous, Français? J'en suis pas sûr. On pourrait peut-être discuter ensemble pour voir s'il n'y a pas des accommodements qui permettraient d'améliorer ce système. Et puis il y a d'autres sujets dont on peut discuter, si bien qu'au total, je pense qu'il faut parler avec les Britanniques et il faut essayer de trouver des... Alors, je vais utiliser une formule qui n'a rien à voir avec cette discussion, mais c'est mon travers québécois, des accommodements raisonnables. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe, ce qui se passe en Grande-Bretagne, de la difficulté à créer une cohésion en esprit européen et que finalement aussi les problématiques de politique interne ressurgissent sur le débat européen un peu partout à travers le continent? Est-ce qu'on arrivera un jour à dépasser tout ça, selon vous? Je n'en sais rien. L'Europe se porte pas bien. Hein. Après avoir dit que je continuais à y croire dur comme fer, je constate qu'elle ne se porte pas bien. Et que partout, ces sentiments d'incompréhension ou de rejet progressent. Pourquoi elle ne se porte pas bien? D'abord parce que
Bon, c'est une formule un peu éculée, mais elle souffre d'un déficit démocratique. On ne comprend pas ce qui s'y passe. Et il faut dire que entre la Commission, le Conseil des ministres, le Conseil européen, le Parlement européen, on y perd un peu son latin. Malgré les améliorations qui ont été apportées à l'élection du Parlement européen, au choix du président de la Commission, qui pour la première fois à l'issue du dernier scrutin a été choisi dans la formation politique majoritaire. Donc c'était déjà un progrès de la démocratie. Malgré les améliorations du traité de Lisbonne qui donne des pouvoirs renforcés au Parlement européen, on est en codécision aujourd'hui, malgré tout cela, les processus restent assez impénétrables pour le citoyen de base. C'est le premier déficit dont souffre l'Europe. Ensuite, la deuxième explication de nos difficultés, c'est qu'on est d'accord sur rien, entre Européens. Sur beaucoup de sujets que je pourrais énumérer, en particulier sur beaucoup de sujets de politique étrangère, il y a des divergences de fond entre pays européens. Et puis, enfin, il n'y a pas de projet commun, ou il n'y a plus de projet commun. Pour réussir une entreprise collective, il faut se rassembler autour d'un objectif qui tend les volontés et donne un but. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. C'est un défi tout à fait considérable. Alors, il n'y a pas que des aspects totalement négatifs quand même dans cette construction européenne. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, à la fin du mois, qui a été publiée par le cabinet Ernst & Young, qui annonce qu'il y a plus de 4000 projets d'implantation de groupes internationaux en Europe. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette étude. Est-ce que ce n'est pas quand même un signe encourageant, peut-être d'une certaine reprise sur le continent ? Oui, mais nous restons l'une des toutes premières puissances économiques du monde, ensemble. Je parle sous le contrôle de Philippe de Sertine, qui connaît mieux les chiffres que moi, peut-être la première puissance économique quand on est tous ensemble. Donc on a des atouts absolument formidables, et la France elle-même d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être. Donc il ne s'agit certainement pas de baisser les bras, il faut voir comment nous pouvons optimiser ces atouts qui sont les nôtres et comment on peut redonner un nouvel élan à la construction européenne et recréer l'envie d'Europe. L'Europe a réussi un certain nombre de choses. Je rencontre souvent mes amis agriculteurs qui, dans certains territoires ruraux du pays, se laissent aller à voter un peu trop pour le Front National, à mon gré. Et je leur dis quand même, mais s'il n'y avait pas eu la politique agricole commune, où en seriez-vous ? Aujourd'hui, la filière agroalimentaire est un atout formidable pour la France. Et donc, il faut que l'Europe retrouve cette ambition qui fait d'elle une puissance agroalimentaire capable de nourrir une population qui atteindra 9 milliards d'êtres humains d'ici la fin du siècle. Donc nous avons là un atout tout à fait magnifique. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous avons réussi, même dans le domaine du climat. Vous voyez, je me suis fait donner ces chiffres sur la base des engagements que nous avons pris à Tokyo. Voilà, le PIB de l'Union européenne a cru de 45% de 1990 à 2013. Nos émissions de gaz à effet de serre ont décru de 19%. Voilà, quand on fait des choses ensemble, quand on prend des engagements ensemble, on arrive à obtenir des résultats. Puis on pourrait citer d'autres réussites de l'Union européenne, cela va de soi. Ici, devant des étudiants, je ne peux pas ne pas évidemment évoquer la mobilité étudiante. Erasmus est un programme absolument extraordinaire qui malheureusement ne touche que trop peu d'étudiants européens, une toute petite fraction, mais ceux qui en bénéficient, là aussi j'ai des chiffres tout à fait parlants, ont ensuite un accélérateur de carrière, si je puis dire, tout à fait extraordinaire. Et en plus, c'est ça qui crée la sympathie entre les Européens, de se connaître, de passer un an dans une université italienne ou allemande. C'est ça qui crée ce sentiment d'un bien commun européen, d'une culture européenne, et même d'une civilisation européenne. Donc c'est ça qu'il faut essayer de recréer. Alors comment ? Il y a une idée, je ne sais pas si on y viendra dans le flux des questions, une idée qui n'est pas tout à fait neuve, mais que je crois encore opérationnelle, et en tout cas j'en cherche d'autres si vous en avez, et qui est de dire, voilà, tout le monde n'est pas obligé d'aller à la même vitesse. Ceux qui veulent aller plus vite doivent pouvoir le faire. Et les autres n'ont pas à les empêcher de le faire. Alors on appelait ça l'avant-garde. C'était un texte d'ailleurs qui remonte à 20 ans de M. Schäuble et de M. Lamers. Ensuite, il y a eu Joschka Fischer qui a repris ça. Jacques Chirac avait rebondi sur cette idée. On peut parler des deux cercles, on peut parler de l'Europe à géométrie variable. Je crois que la zone euro doit constituer le cœur de l'Europe de demain.
Nous sommes allés dans ce domaine trop loin pour ne pas aller plus loin. Il faut faire un pas de plus dans le sens de l'intégration. On a déjà une banque centrale qui fonctionne, même si Philippe de Sertine la trouve trop laxiste, et s'il craint la bulle de la dette, à juste titre. Nous avons une procédure budgétaire assez stricte, que nous ne respectons pas. Alors on s'en plaint. Ça aussi, je fais une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que l'Europe est impopulaire souvent? Parce que nous lui faisons porter le chapeau. Nous attribuons à Bruxelles des tas de choses qui sont de la responsabilité nationale. Je parlais des agriculteurs l'autre jour. Le président de la FNSEA me disait si au moins on pouvait poser en principe qu'aucune réglementation française n'en rajoute par la réglementation européenne, sur la réglementation européenne, on aurait fait un immense progrès. Donc c'est notre administration qui en met une louche. Et on dit c'est la faute à Bruxelles. Donc revenons à une saine appréciation des choses. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette digression, mais je parlais donc des progrès que nous avons fait dans un certain nombre de domaines, et notamment dans le problème de la mobilité des étudiants. Oui, l'Europe a plusieurs vitesses. Donc il faut que nous allions plus loin dans l'intégration. J'ai parlé de la monnaie, j'ai parlé des budgets. On ne pourra pas continuer à faire fonctionner longtemps une zone à monnaie unique avec des régimes fiscaux profondément divergents, non seulement sur les taux, mais aussi sur les bases et sur la structure même des systèmes fiscaux. Donc, il faut que la France et l'Allemagne, comme on l'a annoncé à plusieurs reprises, se mettent autour de la table et progressent dans l'harmonisation fiscale. Et puis, autour de cette Europe plus intégrée, il y aura une Europe plus souple. J'ai parlé de ça. Je reviens à mon entretien avec le Foreign Secretary. Là, je lui parlais d'une Europe à deux vitesses. Il me dit non, pas two speed, two pillars. Moi, je lui dis très bien, two pillars, c'est très bien. Donc même les Anglais ne sont pas hostiles à cette idée que voilà, chacun va à son rythme et que ceux qui veulent aller plus loin vont plus loin et que les autres ont une conception différente de l'Europe. C'est une première façon, peut-être, je pense, de relancer la dynamique européenne. Un mot peut-être, hein, Juppé, puisque vous le disiez, on est sur un campus, c'est vrai qu'on est au cœur du sujet. Vous en parliez sur votre blog dans un billet que vous aviez nommé « Europe, mon amour », qui était une déclaration d'amour à l'Europe, qui doit dater de... Parfois le sens de la provocation, ça m'arrive. Et vous évoquez le rôle justement de l'éducation, le rôle de l'enseignement supérieur dans la construction européenne. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu en quoi pour vous ce rôle consiste, peut-être en dehors de cette question de la mobilité que vous avez abordée là? Pour l'instant, l'Europe n'intervient qu'en soutien, qu'en appui. Les questions d'éducation, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur ou des autres degrés d'enseignement, restent de la compétence des États, et je pense qu'elles le resteront longtemps, parce que, j'y reviendrai aussi, il ne suffit pas d'aller plus loin dans l'intégration de la zone euro, il faut aussi peut-être ramener Bruxelles à ses compétences essentielles. Vous connaissez le principe de subsidiarité dont on se gargarise, il faudrait peut-être le faire respecter un petit peu plus. Et ça aussi, c'est une idée britannique rapatriée dans les capitales nationales, ce qui n'a pas forcément à être traité à Bruxelles. Donc, je ne pense pas qu'on communautarisera, si je puis dire, l'éducation, mais des progrès ont été faits. D'abord, dans l'harmonisation des parcours universitaires, le fameux... J'allais dire LSD, mais c'est pas LSD. Voilà. LSD, c'est autre chose. Confusion mentale. Voilà, enfin, LMD pour licence, master, doctorat, etc. LMD, voilà, a été un progrès dans l'harmonisation des parcours. Je parlais tout à l'heure de quelques chiffres s'agissant de Erasmus. Les étudiants Erasmus risquent 2 fois moins de devenir chômeurs de longue durée par rapport à ceux qui n'ont pas étudié ni suivi de formation à l'étranger. Plus d'un stagiaire Erasmus sur 3 s'est vu offrir un poste dans son entreprise d'accueil. 40% des anciens étudiants Erasmus se sont installés dans un pays étranger après l'obtention de leur diplôme, et 55% des diplômés Erasmus Mundus trouvent un emploi dans les 2 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Vous voyez la vertu de ce programme qui est tout à fait extraordinaire, donc développons-le. L'enveloppe financière d'Erasmus+, est quand même assez substantielle pour la période budgétaire qui est devant nous, de 16 milliards. Donc je crois qu'il faut continuer à la fois dans l'harmonisation des cursus et en même temps dans ces échanges humains qui sont absolument essentiels. Parlons un peu, on est aussi dans un campus où il y a des écoles de commerce, de management, donc parlons un peu peut-être d'économie. On parle en ce moment de la baisse de l'euro, qui favorise une hausse de la compétitivité aux exportations européennes. Est-ce que ça, c'est un succès de la dynamique actuelle sur le plan monétaire ? Je pense que la Banque centrale a fait un choix, consciente de la stagnation
de l'activité économique en Europe, elle a ouvert les vannes. Alors, on fait marcher la planche à billets, comme les Américains l'ont fait d'ailleurs, quantitative easing. Bon, ça a des vertus, ça présente des risques. Pour l'instant, je dirais que bon, c'est comme la drogue. Voilà, on est en train de s'habituer, mais c'est agréable, paraît-il. Moi, je n'ai jamais essayé, enfin, je précise tout de suite. Mais voilà, en ce moment, c'est agréable, semble-t-il. Cela dit, ça ne parvient pas, malgré tout, à relancer véritablement la machine économique, puisqu'on voit bien que la croissance européenne stagne complètement. Je voudrais quand même revenir sur ce que je disais sur la façon de redynamiser l'Europe en donnant à la zone euro davantage d'intégration. Ça pose quand même deux questions subsidiaires. Pourquoi faire ? Et sur quelle priorité ? Pourquoi faire ? Est-ce que derrière tout ça, il y a un projet politique ou pas ? Parce que faire une monnaie, faire une banque centrale, faire un budget avec des règles communes, harmoniser les fiscalités, et après ? S'il n'y a pas derrière une ambition politique, si on ne veut pas faire de cette Union européenne un objet politique identifié, non pas un ovni comme aujourd'hui, eh bien, on n'y arrivera pas. Or ça dépend de la France et de l'Allemagne. Je continue à penser qu'il n'y aura pas de percée significative dans ce domaine si la France et l'Allemagne ne le veulent pas. L'Allemagne y est prête. L'Allemagne n'a pas envie d'un leadership européen pour des tas de raisons. Elle veut le faire avec la France. Simplement, il faut que nous retrouvions notre propre crédibilité. Et c'est ça pour moi l'essentiel. Il faut que la France remonte sur son cheval et qu'elle fasse donc les réformes nécessaires pour retrouver sa crédibilité vis-à-vis de l'Allemagne. Et après ça, est-ce que, oui ou non, on veut que l'Europe joue un rôle sur la scène mondiale ? Est-ce que, par rapport aux grands pôles de puissance dans un monde qui est devenu multipolaire, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique, demain, un certain nombre de puissances africaines aussi qui vont s'affirmer, est-ce qu'on veut jouer un rôle ou pas ? Et est-ce qu'on s'en donne les moyens ? Une vraie diplomatie, une capacité de défense. Jean-Claude Juncker a sans doute brûlé les étapes en parlant il y a quelques jours d'une armée européenne. Les conditions ne sont pas réunies pour cela. Mais quand même, la question va se poser. Hier, je recevais le président du groupe parlementaire CDU-CSU au Bundestag, M. Kauder, et lui-même me dit on ne peut pas continuer à voir la Bundeswehr décliner comme elle décline. Dans le monde où on est, il faut que nous refassions un effort commun de défense entre pays européens. Et comme on n'a pas des moyens budgétaires considérables, il faut se mutualiser. Il faut mutualiser nos moyens. Ça aussi, ça peut donner une dimension politique à l'Europe. Il faut qu'ensemble, nous bâtissions des politiques de lutte contre le terrorisme et notamment que nous mettions plus en commun nos moyens de renseignement. Donc voilà, c'est ça le projet politique. Et ensuite, quelles priorités ? Moi, j'en évoquerai deux qui me paraissent tout à fait essentielles. L'énergie, qui pose des questions géostratégiques. Je ne sais pas si on parlera de l'Ukraine et des relations avec Poutine, mais on dit toujours que nous avons besoin du gaz russe. Mais la Russie a besoin de trouver des clients pour vendre son gaz. Donc si nous étions capables de créer un rapport de force en nous organisant, l'Europe l'a décidé en principe. On a décidé d'une union de l'énergie, mais pour l'instant c'est une idée un peu floue. Donc une politique de l'énergie, c'est très difficile. Entre un pays comme l'Allemagne et un pays comme la France qui ont fait des choix de transition énergétique différents. Il faut quand même y travailler. Et l'autre sujet, c'est le numérique. Sur les 20 plus grandes entreprises mondiales du numérique, il n'y en a aucune européenne. On n'a pas été fichu d'exister alors que nous avons tout le matériel intellectuel pour le faire. Donc est-ce qu'il est trop tard pour mettre le paquet dans ce domaine-là et en tout cas pour avoir une politique d'innovation et de soutien à l'innovation. Sans innovation, pas de salut, on le voit bien. Donc voilà aussi quelques idées sur la redynamisation de l'Europe. L'innovation, pour vous, c'est un des leviers, une des réponses à ces problématiques ? Totalement. Bien sûr, dans tous les domaines. Je racontais tout à l'heure que je visitais à l'heure du déjeuner les établissements Dassault. Ici à Paris, Dassault m'intéresse, puisque vous savez qu'ils assemblent leurs Falcon et les Rafales à Bordeaux, sur le site de Mérignac. Donc pour nous, c'est un pôle de développement économique majeur. Et ils me montraient les percées technologiques qu'ils ont faites par l'innovation. Tous leurs ingénieurs et tous leurs compagnons, comme ils disent, pour désigner leurs ouvriers, travaillent maintenant sur une maquette numérique commune qui permet des gains de productivité considérables et qui leur permet de maintenir leur fabrication en Europe alors que la concurrence américaine est quand même redoutable. Donc c'est l'innovation
qui les a sauvés d'une certaine manière et qui leur permet d'être une entreprise particulièrement performante. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et quand on dit innovation, on parle toujours innovation technologique et scientifique. Il y a aussi l'innovation dans le management, l'innovation dans tous les processus d'organisation. Je pense que c'est la voie de l'avenir. Pardonnez-moi de vous raconter ma vie, mais là, je viens de visiter aussi rue de la Boétie. Ça m'a fait sourire parce que c'était l'ancien siège de l'UMP, voilà, qui a été transformé en pépinière d'entreprise. Tout arrive. C'était un curieux destin pour le siège d'un parti politique. Et là, il y a une pépinière qui s'appelle le Village, by CA. On parle français maintenant partout en France. Donc c'est le Crédit Agricole qui soutient ce lieu, qui est à la fois un accélérateur. C'est fantastique de voir le nombre de start-up qu'on a dans ce domaine, qui ont toutes une créativité extraordinaire et qui, si elles sont accompagnées, notamment dans le financement de leur développement, peuvent grossir et devenir des locomotives économiques, à condition qu'elles n'aient pas toutes s'installer dans la Silicon Valley. Est-ce que l'Europe en fait assez dans ce domaine ? Non, bien sûr. Oui et non. Il y a un programme cadre de recherche et d'innovation européen qui doit mobiliser, je crois, 75 milliards d'euros sur 4 ou 5 ans. Ça n'est pas rien. Il est très compliqué. Et donc, il n'est pas toujours tout à fait utilisé. Et ses objectifs ne sont pas toujours très clairs. Et puis, il y a le plan Juncker. 315 milliards, alors c'est toujours pareil, quand on parle chiffres, c'est génial. Avec 25, on fait 315, parce qu'il paraît que ça va avoir un coefficient multiplicateur de je ne sais combien. Donc c'est de l'argent du budget européen, un peu d'argent de la BEI, et puis sans doute la mobilisation de fonds divers et variés, pour financer un grand projet d'investissement sur les infrastructures, mais aussi sur le numérique et sur l'innovation en général. Donc ça, c'est une chance qu'il faut saisir. C'est un peu la philosophie de ce que la France a fait il y a 3 ou 4 ans avec le programme des investissements d'avenir, dont la philosophie était tout à fait celle-là. Financer la recherche et l'innovation de rupture le plus souvent possible, parce que même en situation de déficit budgétaire, c'est pas idiot d'emprunter pour financer l'investissement et l'innovation. Autant c'est dangereux d'emprunter pour payer des fonctionnaires, parce qu'on transmet la charge sur nos enfants, autant ça peut être justifié d'emprunter pour investir. Et je crois que l'Europe doit être plus audacieuse dans ce domaine. Vous pensez que l'Europe, la France, doivent se donner des marges de manœuvre en la matière, davantage, oui, malgré la situation économique À cause de la situation économique. Je pense que l'austérité n'est pas tout. Bien sûr qu'il faut revenir à des budgets équilibrés et qu'on ne peut pas indéfiniment supporter des déficits qui se traduisent par de la dette. On est aujourd'hui à 100% de dette en termes de PIB en France. Enfin, 97 ou 98, pas très loin de 100%. Ça ne peut pas continuer indéfiniment. Je pense aux jeunes qui sont là. On va leur léguer cet héritage-là pour rembourser tout au long de leur vie. Donc ça, il faut l'arrêter. Mais il faut faire attention à des politiques budgétaires qui se limitent à l'austérité, parce que ça peut aussi avoir des effets récessifs. Donc je pense que dans le même temps, investir de l'argent dans l'innovation, dans l'investissement de long terme, ça n'est pas stupide et ça n'est pas contradictoire. On va donner dans quelques instants la parole aux étudiants des différentes écoles du campus. Un mot, Alain Juppé, puisque vous êtes dans cette dynamique actuellement. Que doit faire, que peut faire, vous avez parlé du couple franco-allemand, mais que doit faire, que peut faire la France aujourd'hui? Quel est le rôle de la France et peut-être du président de la République en matière de construction européenne? D'abord, faire en sorte que la France retrouve sa crédibilité. Et notamment vis-à-vis de ses plus grands partenaires, à commencer par l'Allemagne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes dans une situation quand même exceptionnellement favorable. Les planètes, dit-on, sont alignées. Vous avez parlé de l'euro qui a perdu, je crois, 20% de sa valeur au cours des derniers mois et qui est presque à parité avec le dollar. C'est très compliqué d'en mesurer les effets économiques. Là. Récemment, les gens d'Airbus me disaient pour l'instant et pendant les 3 ans qui viennent, on ne verra rien parce qu'on a des accords comment on appelle ça, de protection de change, enfin de couverture de change, qui font que voilà, on ne bénéficie pas totalement de la parité actuelle. Mais enfin, globalement, c'est quand même favorable. Le baril est au niveau qu'on sait, ça remonte, donc c'est fragile. Et les taux d'intérêt, aujourd'hui, là, on parlait
c'est une petite dégression, d'un troisième PIA, vous savez, le programme d'investissement d'avenir que j'évoquais, là, ce programme que j'ai porté la première fois sur les fonds baptismaux avec Michel Rocard. On avait décidé d'innover vis-à-vis des universités françaises pour les habituer un peu à une démarche plutôt anglo-saxonne, c'est-à-dire à les doter d'un capital important et de leur dire, vous vous financez sur les revenus du capital. Hein. On avait appelé ça des dotations non consommables. L'endowment de l'université de Bordeaux ne devait pas atteindre tout à fait celui de Harvard quand même. Hein. Harvard, je crois que c'est 20 milliards de dollars, ou quelque chose comme ça. Pour Bordeaux, c'était 500 millions d'euros. Voilà, c'est un début. Mais hier, on se disait avec Louis Schweitzer, avec tout ça, c'est placé en obligation du Trésor, avec des taux à 0,5, ça marche plus. Hein. Donc, des taux d'intérêt historiquement bas. Or, qu'est-ce qui se passe? On n'en profite pas. Parce qu'on n'a pas fait les réformes structurelles qui permettaient d'accompagner ce mouvement, et c'est absolument indispensable. On pourra en parler, même si ce n'est pas vraiment un sujet européen. Et à partir de là, je crois qu'il faut que la France retrouve une voie. Moi, j'essaye d'être aussi mesuré que je peux dans mon appréciation de la façon dont la France est gouvernée depuis 2012. En matière de politique étrangère, je n'ai pas que des désaccords. J'ai approuvé l'intervention au Mali. Voilà, je pense que ce que nous faisons vis-à-vis de la Russie, on peut aussi en parler, et va plutôt dans la bonne direction. Je sais que dans mon parti, il y a un accès aigu en ce moment de poutinophilie extrême, mais je pense qu'il faut savoir créer aussi là un rapport de force. En revanche, je pense qu'en Europe, nous sommes muets. Nous ne disons rien, nous ne prenons aucune initiative, nous n'existons plus. Et donc le rôle de la France, quand elle aura retrouvé les moyens de sa crédibilité, sera de reprendre l'initiative. Et il faudra qu'il y ait avec l'Allemagne un moment de vérité. On y va ou on n'y va pas? Est-ce qu'ensemble, on reprend une initiative, dans le sens de ce que j'ai dit, pour redonner à la zone euro un projet politique commun et le proposer aux Européens? Ça sera un grand rendez-vous. Je ne suis pas sûr de la réponse des Allemands, mais en tout cas, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on ne leur demande pas, il ne se passera rien. Très bien, merci. On va s'arrêter là parce qu'on est pris par le temps. Alain Juppé, merci beaucoup. Merci à vous.